Imaginez ceci, deux titans du ring, l'un invaincu et terrifiant, l'autre un génie charismatique et provocateur, s'affrontant dans la jungle africaine pour un combat qui allait non seulement ébranler le monde du sport, mais aussi forger une amitié improbable et éternelle. Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. Ces mots glaçants, prononcés par George Foreman des décennies plus tard, révèlent la rage brute qui animait ce duel légendaire contre Muhammad Ali. Mais ce qui commença comme une rivalité féroce, imprégnée de haine et de désir de destruction, se transforma en une histoire émouvante de respect, de pardon et de rédemption profonde. Avant sa mort récente, Foreman a brisé le silence sur une vérité intime et bouleversante concernant Ali, l'homme qu'il avait vaincu et changé à jamais. Qu'a-t-il confié dans ces derniers jours sur ce frère d'armes inattendu? Comment ce combat mythique a-t-il non seulement redéfini leur vie, mais aussi inspiré des générations entières? Accrochez-vous, car nous plongeons au cœur d'une saga épique, pleine de triomphes, de chutes vertigineuses et de secrets enfouis, qui prouvent que sur le ring comme dans la vie, la vraie victoire se gagne souvent hors des projecteurs. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez pourquoi leur lien transcende la boxe pour devenir un modèle d'humanité. Le monde entier s'est figé ce vendredi 21 mars 2025, lorsque la nouvelle dévastatrice est tombée comme un coup de tonnerre. George Foreman, le légendaire champion des poids lourds, s'était éteint à l'âge de 76 ans. La confirmation est arrivée sous la forme d'un message bouleversant et poignant publié par sa famille sur Instagram, accompagné d'une photo touchante de Foreman entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, un cliché qui capturait l'essence d'un homme qui avait toujours placé la famille au centre de sa vie. Nos cœurs sont brisés, commençait le communiqué, empreint d'une tristesse infinie. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr., qui s'est éteint paisiblement le 21 mars 2025, entouré des siens. Pour des fans de toutes les générations, de ceux qui l'avaient vu dominer les rings dans les années 1970 à ceux qui le connaissaient comme l'inventeur charismatique du fameux grill, la perte de Big George fut ressentie de manière intime et personnelle, comme si un pilier de la résilience humaine venait de s'effondrer. Il n'était pas seulement une icône de la boxe, un double champion du monde qui avait terrorisé ses adversaires avec sa puissance dévastatrice. Il était un symbole vivant de résilience, de rédemption et de renaissance, un homme dont l'histoire avait touché d'innombrables vies bien au-delà des cordes du ring, inspirant des millions à travers ses combats, ses inventions et sa foi inébranlable. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas, dans une famille modeste et nombreuse, il était le cinquième d'une fratrie de 7 enfants. George Foreman connut dès ses premières années les épreuves et les difficultés qui forgent les caractères les plus forts. Élevé par sa mère Nancy et son beau-père J.D. Foreman après le départ de son père biologique, il grandit dans le quartier difficile du Fifth Ward à Houston, un environnement marqué par la pauvreté, la violence des rues et les défis quotidiens d'une Amérique ségrégée. Jeune, Foreman était engagé sur une voie périlleuse. Il traînait avec des gangs, participait à des bagarres de rue et commettait de petits larcins, une adolescence turbulente qui le menait tout droit vers des ennuis plus graves. Mais c'est la boxe qui devint son salut, une discipline qu'il commença d'abord pour perdre du poids et s'endurcir pour ces mêmes bagarres de rue, transformant sa rage intérieure en une force contrôlée et dirigée. À 19 ans à peine, il remporta la médaille d'or olympique aux Jeux de Mexico en 1968, éblouissant le monde par sa force brute, sa détermination farouche et son geste symbolique. Après sa victoire, il brandit le drapeau américain sur le podium, un acte patriotique qui contrastait avec les protestations des athlètes noirs comme Tommy Smith et John Carlos, mais qui reflétait déjà sa personnalité complexe et indépendante. Sa transition vers la boxe professionnelle fut rapide et impitoyable, marquée par une série de victoires fulgurantes qui le propulsaient vers les sommets. En 1973, il détrôna Joe Frazier, l'ancien champion invaincu, dans un combat surnommé le Sunshine Showdown, à Kingston, en Jamaïque, où Foreman envoya Frazier au tapis 6 fois en 2 rounds seulement, s'emparant ainsi du titre incontesté des poids lourds et établissant sa réputation comme l'un des boxeurs les plus redoutables et terrifiants de l'histoire. Ses coups puissants comme des marteaux-piqueurs semant la terreur chez ses adversaires et faisant de lui une machine à knock-out imparable. L'influence de Foreman dépassa largement le cadre de la boxe, s'étendant à des domaines inattendus qui le rendirent immortel dans la culture populaire. Son invention est l'endossement du célèbre grill George Foreman, un appareil de cuisine compact et révolutionnaire qui permettait de cuire des aliments sans graisse excessive, firent de lui un nom connu dans le monde entier. Avec plus de 100 millions d'unités vendues depuis son lancement en 1994, générant des revenus colossaux et transformant Foreman en un entrepreneur avisé. Ce grill, né d'une collaboration avec Salton et NC, n'était pas seulement un gadget. Il symbolisait la réinvention de Foreman, passant d'un athlète retraité à un magnate des affaires, et révolutionna la cuisine à domicile pour des millions de foyers, promouvant une alimentation plus saine au milieu de l'essor des fast-foods. Son charme irrésistible, son humour autodérisoire et sa sincérité authentique le rendirent cher au cœur du public, le transformant en une figure paternelle et accessible, loin de l'image du cogneur impitoyable des années 1970.
À sa mort, la fortune de Foreman était estimée à plus de 300 millions de dollars, une preuve irréfutable de son génie autant comme sportif que comme homme d'affaires, ayant su monétiser son nom et son charisme avec une intelligence rare dans le monde du sport. Pourtant, malgré cette richesse matérielle, Foreman resta humble jusqu'au bout, désignant toujours sa foi chrétienne profonde. Sa famille nombreuse, il eut 12 enfants, dont 5 fils tous nommés Georges pour qu'ils se sentent unis et protégés, et les leçons tirées de ses plus grandes défaites comme ses véritables richesses, des valeurs qu'il transmettait dans ses sermons en tant que pasteur ou dans ses apparitions télévisées. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluèrent du monde entier, venant d'athlètes, d'artistes, de politiciens et de fans ordinaires qui saluèrent non seulement ses exploits sportifs, mais surtout son humanité rayonnante et sa capacité à se réinventer. La légende de la NBA Scottie Pippen écrivit sur les réseaux sociaux. Ton héritage perdure, champion, tu as inspiré des générations. Le promoteur de boxe Bob Arum le qualifia de l'un des plus grands cogneurs et l'une des plus grandes personnalités que ce sport ait jamais connue, soulignant son impact indélébile. Son partenaire de longue date à la télévision, le commentateur Jim Lampley, ému aux larmes lors d'une émission spéciale, déclara « C'était un grand boxeur, mais un être humain encore bien plus grand. Chaque bonne chose qui lui est arrivée, il l'a amplement méritée, et il a toujours donné en retour. » Même des figures comme Mike Tyson, qui avait idolâtré Foreman dans sa jeunesse, rendirent hommage à son mentorat discret et à sa générosité. La cause officielle de la mort de Foreman n'a pas été divulguée publiquement, sa famille se contentant de dire qu'il était parti paisiblement, entouré de ceux qui l'aimaient le plus, après des années marquées par des problèmes de santé liés à son âge et à sa carrière physique intense. Sa disparition laisse un vide immense non seulement dans le monde du sport, où il était une légende vivante, mais aussi dans le cœur de ceux qui admiraient son parcours extraordinaire, d'un jeune en difficulté devenu icône mondiale, d'un compétiteur acharné devenu prédicateur bienveillant et patriarche aimant, entouré d'une famille élargie qui comptait plus de 25 petits-enfants. Sa vie fut un tissu complexe d'épreuves et de triomphes, de combats livrés tant sur le ring qu'au plus profond de son âme, une odyssée qui inspira des livres, des documentaires et des films. Et dans ces derniers jours, alors que sa santé déclinait, George Foreman parla doucement et avec une sincérité rare de Muhammad Ali, l'homme qu'il avait un jour voulu détruire et qui, pourtant, changea sa vie à jamais, révélant des vérités émouvantes sur leur lien unique. Le combat entre George Foreman et Muhammad Ali, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, devenu à jamais célèbre sous le nom de Rumble in the Jungle, reste l'un des moments les plus inoubliables et iconiques de l'histoire du sport, un événement qui transcenda la boxe pour devenir un phénomène culturel mondial. Bien plus qu'un simple match de boxe opposant deux champions, il devint un symbole puissant de la stratégie triomphant sur la force brute, du cœur et de l'intelligence surpassant la puissance physique pure, et d'une guerre psychologique autant que d'un affrontement corporel féroce. Foreman entra sur le ring en tant que champion du monde des poids lourds invaincus, un colosse de 25 ans que l'on croyait invincible, avec un record impressionnant de 40 victoires, dont 37 par knock-out, et une aura de terreur qui intimidait même les plus aguerris. À seulement 25 ans, il avait écrasé tous ses adversaires avec une puissance terrifiante. Joe Frazier, l'homme qui avait un jour battu Ali, avait été anéanti par Foreman en 2 rounds seulement lors de leur combat en 1973, envoyant Frazier au tapis 6 fois dans une démonstration de force brute. Ken Norton, un autre des meilleurs poids lourds de l'époque qui avait donné du fil à retordre à Ali en lui brisant la mâchoire lors d'un précédent affrontement, avait lui aussi été éliminé en seulement 2 rounds par Foreman, confirmant sa domination absolue. Foreman ne se contentait pas de gagner, il détruisait des légendes, les renvoyant à la retraite ou les laissant marquer à vie, et la plupart des observateurs pensaient qu'Ali, alors âgé de 32 ans et revenant d'une suspension pour son refus de la guerre du Vietnam, serait le prochain sur la liste des victimes. Mais la route jusqu'au combat réserva des surprises inattendues et des twists dramatiques qui ajoutèrent à la légende. Pendant son entraînement au Zaïre, Foreman se fit une coupure au-dessus de l'œil droit lors d'une séance de sparring avec son partenaire Bill McMurray, une blessure accidentelle causée par un coup de coude qui força à retarder le match d'un mois entier, du 25 septembre au 30 octobre. Cette blessure, bien que minime en apparence, eut des conséquences majeures sur la dynamique du combat. Incapable de s'entraîner correctement pendant cette période, Foreman dut limiter sa préparation physique, se concentrant sur la guérison pour éviter une réouverture de la plaie. Il admit plus tard, dans des interviews rétrospectives, que ce délai et cette blessure furent la meilleure chose qui pouvait arriver à Ali, car ils perturbèrent son rythme et son conditionnement optimal. Pendant que Foreman se reposait et protégeait sa coupure dans un isolement relatif, Ali mit à profit ce temps supplémentaire pour conquérir le cœur du peuple zaïrois, se mêlant aux habitants locaux, apprenant des phrases en lingala pour communiquer, courant dans les rues avec des enfants qui le suivaient en criant son nom, et tenant des discours enflammés sur la fierté africaine et l'unité noire. Il devint un héros local, un symbole de résistance contre l'oppression, tandis que Foreman, perçu comme plus distant et américain, était vu comme l'intrus.
Partout où Foreman allait, il entendait résonner les cris enthousiastes de « Ali, Bomet. Ali, tue-le ». Une foule entière qui avait choisi son champion, et ce basculement dans l'atmosphère joua un rôle crucial dans la pression psychologique qui allait suivre, transformant le stade en un chaudron hostile pour le tenant du titre. Le soir du combat, sous une chaleur étouffante et une humidité oppressante, le stade du 20 mai à Kinshasa vibrait d'une énergie électrique, avec 60 000 spectateurs sur place et des millions d'autres suivant l'événement en direct à travers le monde via satellite. Une première pour un combat de boxe. Le monde entier regardait, s'attendant à ce que Foreman fasse ce qu'il avait toujours fait, dominer son adversaire dès les premiers rounds avec sa puissance dévastatrice et mettre fin au combat rapidement, comme il l'avait fait contre Frazier et Norton. Mais Ali avait un autre plan, une stratégie audacieuse et risquée qui allait entrer dans les annales. Dès le premier coup de gong, il surprit Foreman avec des coups rapides et précis, notamment des directs du droit inattendus qui prirent le champion au dépourvu, des jabs fulgurants qui testaient sa défense et perturbaient son rythme habituel d'attaque implacable. Ces coups initiaux ne suffisaient pas à blesser sérieusement Foreman, un géant de 1m93 et 100 kg de muscles, mais il semait le doute et forçait le champion à ajuster sa garde. Dès le deuxième round, Ali changea complètement de stratégie, abandonnant son style habituel de danseur mobile pour s'appuyer délibérément sur les cordes du ring, laissant Foreman déchaîner ses puissantes frappes dans une tactique qui devint légendaire sous le nom de rope-a-dope. En absorbant les coups au corps et en déviant ceux dirigés vers la tête avec ses bras et ses gants relevés, Ali força Foreman à puiser dans ses réserves d'énergie colossales, transformant l'agressivité de son adversaire en un piège autodestructeur. Round après round, Foreman frappait sans relâche, convaincu qu'il épuisait Ali avec ses uppercuts et ses crochets massifs. Mais en réalité, c'était lui-même qui s'épuisait progressivement, ses muscles se raidissant sous l'effort, sa respiration devenant haletante dans l'air lourd de la nuit africaine. La chaleur étouffante, combinée à l'humidité qui rendait chaque mouvement plus ardu, amplifiait l'usure, et Ali, de son côté, en profita pour placer des jabs précis et des crochets opportunistes dès qu'une ouverture se présentait, tout en provoquant verbalement son adversaire pour accentuer sa frustration. Ces provocations, ces murmures moqueurs pendant les corps à accent grave-corps. C'est tout ce que tu as, Georges? Tu frappes comme une fille. Accentuait encore la rage de Foreman, le poussant à redoubler d'efforts inutiles. Foreman avouerait plus tard que ces mots avaient frappé plus fort que n'importe quel coup physique, car il le faisait douter de sa propre invincibilité, semant des graines de confusion dans son esprit habitué à la domination totale. Au fil des rounds, les coups de Foreman perdirent de leur puissance et de leur précision. Ses frappes autrefois dévastatrices, capables de briser des mâchoires et de renverser des montagnes humaines, devinrent désordonnées, inefficaces, comme si le poids de ses propres bras le trahissait. Ali, toujours capable d'encaisser les coups au corps sans en être trop affecté grâce à sa condition physique exceptionnelle et à son entraînement rigoureux, gagna en audace, sortant occasionnellement des cordes pour contre-attaquer avec des combinaisons rapides qui marquaient le visage de Foreman de bleu et de gonflement, des traces visibles de l'usure croissante. La foule, déjà acquise à Ali, s'enflammait à chaque JAB réussi, à chaque provocation audacieuse, à chaque signe que leur champion renversait la situation contre toute attente, transformant le stade en un océan de cris et de chants qui amplifiaient la pression sur Foreman. Au 8e round, Foreman était à bout de souffle, ses bras lourds comme du plomb, ses jambes vacillantes sous le poids de l'épuisement accumulé, ses coups lents et prévisibles comme ceux d'un homme luttant contre son propre corps. Ali vit sa chance, cette ouverture tant attendue, et bondit hors des cordes avec une énergie renouvelée, déchaînant une série de coups précis et puissants, une combinaison rapide de jabs, un crochet gauche vicieux, suivi d'un direct du droit dévastateur à la mâchoire qui fit vaciller Foreman en arrière, ses yeux vitreux et son équilibre rompu. Un dernier coup, un uppercut parfaitement timed, l'envoya au tapis dans un moment qui parut se dérouler au ralenti pour les millions de spectateurs, un silence suspendu brisé par l'explosion de joie de la foule. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, George Foreman venait d'être mis knock-out, un choc monumental pour un homme qui n'avait jamais touché le sol auparavant. Bien qu'il tentât de se relever, chancelant et désorienté, l'arbitre Zach Clayton mit fin au combat, déclarant Muhammad Ali vainqueur par knock-out au 8e round. Le Rumble in the Jungle fut une surprise spectaculaire, un bouleversement historique qui défiait toutes les prédictions des experts, qui avaient largement favorisé Foreman. Ce fut une leçon magistrale de stratégie et de force mentale, prouvant que sur le ring, l'intelligence et la résilience pouvaient triompher de la force brute. Ali avait pris tout ce que Foreman pouvait lui infliger, des coups qui auraient terrassé n'importe qui d'autre, et s'en étaient servis contre lui, transformant la puissance de son adversaire en une faiblesse fatale. Ce combat montra au monde entier qu'Ali n'était pas seulement un grand boxeur, mais un génie tactique sur le ring, capable d'endurer l'insoutenable, de réfléchir sous une pression extrême et d'exécuter un plan que personne ne croyait possible, rendant sa victoire légendaire et immortelle dans les annales du sport. D'une rivalité pleine de ressentiment et de rage naquit une amitié profonde et inattendue, un lien forgé dans le feu de la défaite et de la victoire.
Lorsque George Foreman s'effondra sur le ring ce soir-là à Kinshasa, ce fut non seulement la fin de son règne en tant que champion du monde des poids lourds, mais aussi le début d'un long et douloureux chemin de réflexion intérieure, de remords profonds et, finalement, d'une rédemption spectaculaire qui redéfinirait sa vie entière. Dans l'immédiat après le combat, Foreman, encore sous le choc de cette défaite humiliante, la première de sa carrière, chercha des raisons extérieures pour expliquer sa chute spectaculaire, refusant d'abord d'affronter la réalité de sa propre vulnérabilité. Il évoqua la souplesse inhabituelle du tapis du ring, qui, selon lui, avait absorbé l'impact de ses coups et privé ses frappes de leur puissance dévastatrice habituelle, rendant ses attaques moins efficaces contre un Ali adossé aux cordes. Il suggéra également que le compte de l'arbitre avait été trop rapide, ne lui laissant pas une chance équitable de se relever après le knockdown, un grief qu'il exprima publiquement dans les conférences de presse post-combat, alimentant des débats passionnés parmi les fans et les analystes. Mais sous ces griefs superficiels se cachait une vérité plus profonde et plus sombre que Foreman ne pouvait au départ affronter pleinement. La dévastation psychologique qu'il avait subie ce soir-là, une blessure invisible qui marquerait son âme bien plus que n'importe quel coup physique. Les provocations incessantes d'Ali, sa confiance inébranlable face à la tempête de coups, et sa stratégie inattendue du rope-a-dope avaient semé dans l'esprit de Foreman des graines de doute profond, ébranlant son image d'invincibilité qu'il avait construite avec tant de soin. Pour la première fois, celui que l'on voyait comme une force irrésistible se sentit comme le méchant de l'histoire, conspué par une foule zaïroise qui adorait Ali comme un héros libérateur, des acclamations qui résonnaient dans ses oreilles comme un rejet personnel, le faisant se sentir comme un intrus isolé dans un endroit où il croyait que ses poings lui assureraient la gloire et la victoire. Ce sentiment d'isolement, de rejet par la foule et par l'instant présent, l'accompagna des décennies durant, hantant ses nuits et influençant ses choix de vie. Mais ce qui choqua véritablement le monde ne se produisit pas sur le ring ce soir-là, mais des années plus tard, lorsque Foreman, dans une interview sans filtre et empreinte d'une honnêteté brutale, révéla la vérité crue et troublante sur son état d'esprit pendant ce combat mythique. Dans cette confession stupéfiante, prononcée avec une voix tremblante de regrets accumulés, il avoua ce que personne n'attendait d'un homme de sa stature. « Je ne voulais pas seulement gagner un match de boxe. Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. » Ces mots, lourds de signification, stupéfièrent les fans et les observateurs, brisant l'image de Foreman en simple compétiteur acharné et révélant un côté plus sombre, celui d'un jeune homme de 25 ans poussé par une rage viscérale, animé non seulement par le désir de vaincre, mais par un instinct primal de détruire complètement son adversaire, de le briser physiquement et mentalement. Cette confession réécrivit l'histoire du combat, montrant qu'au-delà des apparences de ce célèbre affrontement, les coups échangés, la stratégie géniale d'Ali, se cachait une tempête émotionnelle dangereuse, un désir d'anéantissement qui mena finalement Foreman à sa propre perte, car cette rage l'aveugla et l'empêcha d'ajuster sa tactique face à un Ali plus malin. Pendant des années, le monde célébra la transformation remarquable de Foreman, passant du cogneur redouté et intimidant des années 1970 à un prédicateur souriant et bienveillant, un vendeur de grilles charismatique et un symbole vivant de rédemption personnelle. Mais avec cet aveu tardif, le monde entrevit le lourd fardeau qu'il avait porté en silence, celui de savoir ce qui avait réellement habité son cœur cette nuit-là à Kinshasa, une noirceur qu'il avait dû affronter et transcender pour devenir l'homme qu'il était. Et pourtant, le temps, comme souvent dans les grandes histoires humaines, adoucit l'amertume et transforma la haine en quelque chose de plus noble. Le lien entre Foreman et Ali évolua progressivement, passant de la rivalité amère et du ressentiment initial à une profonde amitié et un respect mutuel qui grandirent avec les années, nourris par des réflexions partagées sur la vie, la foi et les leçons du ring. L'homme qu'il avait un jour voulu détruire devint celui qui lui enseigna les plus précieuses leçons de sa vie, l'humilité face à la défaite, la patience dans l'adversité, et le pardon comme voie vers la paix intérieure. Ils n'étaient plus des adversaires enfermés dans un combat sans fin, mais des frères d'armes qui avaient traversé l'épreuve ensemble, unis par une compréhension mutuelle durement acquise. Cette transformation remarquable se symbolisa de manière émouvante lors de la cérémonie des Oscars en 1997, où le documentaire When We Were Kings, retraçant leur fameux combat et son contexte culturel, reçut l'Oscar du meilleur documentaire. Foreman, avec une tendresse infinie, aida un Ali affaibli par la maladie de Parkinson à monter sur scène. Un geste de soutien fraternel qui toucha le monde entier et montra le chemin parcouru depuis les hostilités de 1974. Foreman dira plus tard, dans des interviews émues, « Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère, et il m'a appris à voir la vie différemment. » La profondeur de leur lien toucha même leurs familles respectives, créant un héritage intergénérationnel. À la mort de Foreman en 2025, la fille de Muhammad Ali, Rashida Ali, adressa un message de réconfort poignant à la famille Foreman sur les réseaux sociaux. « Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis, et ils rient ensemble de leurs vieux combats. » Leurs enfants ressentirent eux aussi ce lien unique entre ces deux géants, organisant des rencontres privées pour partager des anecdotes et honorer la mémoire de leur père.
Lors du 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, en 2024, les enfants d'Ali et de Foreman se réunirent non pas comme descendants de rivaux historiques, mais comme une seule et même famille élargie, célébrant un héritage de respect, de pardon et d'amour né de cette nuit mémorable au Zaïre. Avec des événements commémoratifs à Kinshasa, où ils plantèrent des arbres en mémoire de leur père et organisèrent des ateliers pour jeunes boxeurs locaux. Et dans le cœur même de Foreman, le combat qu'il avait autrefois hanté en vain a représenté quelque chose de bien plus grand qu'une simple défaite. Il comprit que cette perte n'était pas une malédiction, mais un tournant providentiel qui l'avait sauvé d'une voie destructrice. Après sa perte face à Ali, Foreman vécut ce qu'il appela un éveil religieux si puissant et transformateur qu'il l'amena à abandonner la boxe à seulement 28 ans, en 1977, après une défaite contre Jimmy Young qui le laissa épuisé physiquement et spirituellement. L'homme qui avait autrefois cherché à écraser ses adversaires sur le ring aspirait désormais à la paix intérieure, devenant un pasteur ordonné dans son église de Houston, la Church of the Lord Jésus-Christ, où il prêchait des messages d'espoir, de rédemption et de foi à des congrégations modestes, utilisant ses expériences passées pour inspirer ceux en difficulté. Et lorsqu'il fit son retour triomphal sur les rings 10 ans plus tard, en 1987, reconquérant finalement la ceinture des poids lourds en 1994 contre Michael Moorer à l'âge de 45 ans, devenant le plus vieux champion des poids lourds de l'histoire, il le fit en homme transformé, un homme que ne guidait plus la rage destructrice de sa jeunesse, mais une mission spirituelle et une maturité acquise, prouvant que la rédemption est possible à tout âge. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Après le Rumble in the Jungle, le monde de la boxe retint son souffle en attendant ce qui semblait inévitable, un combat revanche entre ces deux titans, un Ali Foreman II qui aurait pu surpasser l'original en intensité et en enjeu. Sur le papier, cela avait tout son sens. Ali venait de marquer l'histoire en récupérant la couronne des poids lourds lors de l'un des plus grands bouleversements du sport, et Foreman, le cogneur redouté et humilié, devait certainement être déterminé à reconquérir ce qu'il avait perdu de manière si spectaculaire. Ali, après tout, avait l'habitude des revanches à forts enjeux, ayant affronté Sonny Liston 2 fois, Joe Frazier à 3 reprises dans une trilogie épique, Ken Norton 3 fois également, et d'autres rivaux comme Jerry Carey ou Oscar Bonavena, n'hésitant jamais à offrir à ses adversaires une seconde chance pour régler les comptes. Pourtant, une revanche contre Foreman ne vit jamais le jour, laissant les fans spéculer pendant des décennies sur ce qui aurait pu être l'un des plus grands combats de l'histoire. Pourquoi? Les raisons de l'absence d'un Ali Foreman II sont multiples et complexes, mêlant politique du sport, orgueil personnel, stratégie calculée et démons intérieurs que les deux hommes portèrent longtemps après cette nuit au Zaïre. Juste après le Rumble in the Jungle, Ali ne chercha pas immédiatement à affronter de nouveau son adversaire le plus dangereux, optant plutôt pour une série d'adversaires qui, bien que respectables et challengers légitimes, ne représentaient pas la même menace existentielle que Foreman. Il y eut d'abord Chuck Wepner en 1975, un outsider tenace surnommé le Bayonne Bleeder, qui surprit tout le monde en envoyant Ali au tapis au 9e round et en tenant jusqu'au 15e. Un combat si inspirant qu'il servit de base au scénario du film Rocky de Sylvester Stallone. Vinrent ensuite Ron Lyle, un ex-détenu aux punches redoutables, Jean-Pierre Coopman, Richard Dunn et d'autres encore, des défenses de titre qui consolidaient sa ceinture sans risquer une défaite humiliante. De son côté, Foreman, après une pause de 15 mois pour se reconstruire physiquement et mentalement, fit un retour fracassant sur les rings. Son combat contre Ron Lyle en 1976 fut une véritable guerre sanglante, un affrontement brutal où Foreman fut envoyé au tapis 2 fois mais revint avec une fureur redoublée pour mettre KO Lyle au 5e round. Un duel si intense qu'il fut sacré combat de l'année par The Ring Magazine et rappela au monde que Big George n'était pas fini. Foreman était de retour, plus motivé que jamais, et les appels en faveur d'une revanche se firent plus pressants de la part des promoteurs, des médias et des fans. En coulisses, des discussions eurent bel et bien lieu. Avec des négociations secrètes et des offres financières astronomiques, on parle de sommes avoisinant les 10 millions de dollars pour chaque boxeur, une fortune à l'époque. Comme Foreman le raconta lui-même dans ses mémoires et des interviews ultérieures, Ali l'appela même directement avant le combat contre Lyle pour discuter des conditions potentielles d'une revanche, une conversation tendue où les deux hommes testèrent leurs volontés respectives. Mais il y avait un obstacle majeur, une condition imposée par Ali qui devint un point de blocage insurmontable. Ali exigea que Foreman reprenne Dick Sadler comme entraîneur principal pour le combat. Foreman refusa catégoriquement, avec une véhémence qui surprit même son entourage. Sadler, autrefois clé de son ascension et de ses victoires dominantes, était aussi l'homme que Foreman tenait pour responsable de la stratégie désastreuse menée au Zaïre, une approche qui l'avait poussé à attaquer sans relâche ni ajustement, l'épuisant face au rope-a-dope d'Ali. Pour Foreman, ramener Sadler dans son coin était impensable, un retour en arrière qui raviverait les fantômes de la défaite, et ce refus, selon lui, ferma définitivement la porte à la revanche, mettant fin aux négociations avant qu'elles ne progressent. Cette condition étrange et inhabituelle alimenta les spéculations pendant des années.
Ali manipulait-il les circonstances pour éviter d'affronter un Foreman plus intelligent et mieux préparé? Sadler s'était de manière intéressante rapproché du clan Ali après le Rumble, ce qui fit naître des rumeurs selon lesquelles son insistance n'avait rien d'un hasard, mais était une tactique pour saboter les chances de Foreman. Certains pensaient qu'Ali voyait en Sadler une sorte de garantie de victoire, car si Foreman revenait avec un nouveau plan et un entraîneur comme Gilles Clancy, qui travailla ensuite avec lui lors de son comeback, le risque d'une revanche serait bien plus grand, potentiellement fatal pour la légende d'Ali. Les choix d'Ali après le combat reflétaient aussi une autre réalité plus intime. L'épreuve physique et mentale que ce duel lui avait infligée n'était pas une victoire facile. Bien qu'Ali l'emportât, il encaissa des centaines de coups au corps de la part de Foreman, des impacts violents qui laissèrent des séquelles. Certains murmurent, sans que cela n'ait jamais été officiellement confirmé par Ali lui-même, qu'il avait uriné du sang pendant des jours après le combat, un signe alarmant de dégâts internes causés par les frappes puissantes au foie et aux reins, des blessures qui, combinées à l'éprouvant Tria in Manila contre Frazier en 1975, un combat si brutal qu'Ali le décrivit comme le plus proche de la mort, semblèrent pousser Ali vers des défenses de titres moins risquées et plus lucratives. Il n'avait pas besoin de Foreman pour consolider sa légende. Il l'avait battu quand cela comptait le plus, de façon spectaculaire et inoubliable, devant le monde entier. Pourquoi tout risquer face à un Foreman regonflé à bloc, alors que le public se contentait déjà du triomphe acquis et que d'autres rivaux offraient des combats plus gérables? Foreman lui aussi avait ses propres luttes intérieures, des démons qui le hantaient bien au-delà du ring. La cicatrice psychologique de sa défaite face à Ali était plus profonde que n'importe quel knock-out physique. Cette nuit au Zaïre brisa son image d'invincibilité absolue, le forçant à confronter sa propre mortalité en tant qu'athlète. La défaite le bouleversa au point qu'il avoua plus tard s'être demandé s'il souhaitait vraiment recroiser Ali sur un ring, conscient du courage surhumain et de la volonté inébranlable qu'Ali avait démontré. Dans des moments de franchise rares, Foreman parla de ce coup au corps particulièrement vicieux qu'il avait fait plier en deux pendant le combat, de ce regard de douleur qu'Ali lui avait lancé tout en continuant à encaisser. Et pourtant, Ali persévéra. Foreman reconnut que, malgré son envie initiale de revanche, une part de lui doutait d'en avoir véritablement le désir profond, préférant peut-être laisser cette défaite comme un chapitre clos plutôt que de risquer une nouvelle humiliation. Lorsque Foreman perdit finalement contre Jimmy Young en 1977, lors d'un combat exténuant et déroutant où il hallucina même dans les vestiaires après la décision des juges, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Cette défaite provoqua son départ soudain et dramatique des rings, marquant une décennie d'absence totale du monde de la boxe, une période où Foreman vécut une profonde transformation spirituelle, devenant pasteur et se consacrant à sa communauté, loin des lumières et des gloires éphémères. Quand il revint finalement sur les rings en 1987, motivé par des raisons financières et un désir de prouver sa résilience, et reconquit la ceinture mondiale en 1994 contre Michael Moorer, un exploit qui le rendit le plus vieux champion des poids lourds à 45 ans. Ali était depuis longtemps à la retraite, luttant contre la maladie de Parkinson, et l'occasion d'une revanche s'était évaporée, transformée en une légende du « et si » qui hante encore les discussions des passionnés de boxe. Alors, pourquoi n'y eut-il jamais de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Ce ne fut pas une seule raison isolée, mais bien un ensemble de facteurs entrelacés. Il y eut la stratégie prudente d'Ali, peut-être guidée par une sagesse acquise ou une crainte légitime, conscient que le destin ne frappe pas deux fois au même endroit et qu'un Foreman mieux préparé, avec une nouvelle équipe et une maturité grandissante, représenterait un danger bien plus grand que lors de leur premier affrontement. Il y eut les démons intérieurs de Foreman, son doute post-défaite et plus tard son retrait complet du monde de la boxe pour une quête spirituelle. Il y eut la politique de l'époque, l'argent des promoteurs comme Don King qui poussait pour d'autres matchs plus immédiats et lucratifs, les intérêts commerciaux et les priorités d'Ali tournées vers d'autres rivalités iconiques comme celle avec Frazier. Même la fierté obstinée des deux hommes joua son rôle crucial. Cette condition d'Ali d'avoir Sadler dans le coin de Foreman relevant autant de la tactique psychologique que de la négociation pure, un moyen de tester la détermination de son rival ou de saboter subtilement les chances d'un rematch équilibré. Au-delà de ces réflexions sur l'absence de revanche et l'héritage partagé entre Ali et Foreman, il y a tant d'autres facettes fascinantes de la vie de George Foreman qui méritent d'être explorées, des aspects souvent méconnus qui révèlent un homme aux multiples talents, à la résilience extraordinaire et à l'humour inattendu. Par exemple, peu de gens savent qu'avant de devenir le colosse du ring que le monde admirait, Foreman a traversé une période formatrice au sein du Job Corps, un programme fédéral américain destiné aux jeunes en difficulté. À l'âge de 16 ans, après avoir entendu une publicité à la télévision mettant en vedette des figures comme le footballeur Jim Brown et l'acteur James Earl Jones, Foreman décida de quitter les rues tumultueuses de Houston pour rejoindre ce programme en Californie. Là, non seulement il obtint son diplôme d'équivalence secondaire, GED, mais il se forma également comme charpentier et maçon, apprenant des métiers manuels qui lui offrirent une stabilité et une discipline qu'il n'avait jamais connue. C'est dans ce cadre qu'il découvrit la boxe,
initialement pour perdre du poids et canaliser son agressivité des bagarres de rue. Foreman raconta plus tard que son premier entraîneur, Doc Broadu, le repéra lors d'une séance et le guida vers les rings amateurs. Cette étape cruciale transforma un adolescent rebelle en un athlète structuré, posant les bases de sa carrière olympique et professionnelle. Sans le job corps, Foreman l'admettait lui-même, il aurait probablement fini en prison ou pire, au lieu de devenir une légende. Un autre aspect captivant de sa vie, souvent éclipsé par ses exploits sur le ring, concerne sa famille hors du commun et son sens unique de l'humour paternel. Foreman fut père de 12 enfants, 7 filles et 5 fils issus de plusieurs mariages. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'il nomma tous ses fils George, du 1er au 5e, George Junior. George 3, George 4, George V et George 6. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait avec un sourire malicieux. Dans une bagarre, personne ne peut oublier son nom comme ça. Et si l'un d'eux est en difficulté, je sais que c'est un des miens. Cette décision, mi-plaisanterie mi-philosophie, reflétait son désir de créer une unité familiale indéfectible, inspirée de sa propre enfance chaotique sans figure paternelle stable. Foreman était un père dévoué, impliqué dans l'éducation de ses enfants, et il instaura des règles strictes comme des dîners familiaux obligatoires et des discussions sur la foi. L'une de ses filles, Frida, suivit même ses traces en devenant boxeuse professionnelle, bien que brièvement, avant de se tourner vers d'autres passions. Ces anecdotes familiales humanisent Foreman, montrant un homme qui, malgré sa fortune et sa gloire, priorisait les liens personnels, organisant des barbecues géants avec ses petits-enfants où il testait de nouvelles recettes sur son fameux grill. Parlant de son grill, qui a fait de lui un multimillionnaire bien au-delà de la boxe, il y a une histoire méconnue sur ses autres aventures entrepreneuriales qui démontre son flair pour les affaires. Avant le succès phénoménal du George Foreman Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine, qui, rappelons-le, s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires et lui a rapporté plus de 200 millions de dollars en royalties, Foreman avait déjà tenté d'autres inventions. Dans les années 1980, pendant sa retraite spirituelle, il breveta un dispositif anti-moustique pour les chevaux, inspiré de ses expériences dans des fermes texanes, et il investit dans des élevages de bétail, apprenant les rudiments de l'agriculture pour subvenir à sa famille nombreuse. Plus tard, il lança une ligne de produits de soins personnels, comme des vitamines et des compléments alimentaires, promouvant un mode de vie sain basé sur son propre régime post-boxe. Foreman n'était pas qu'un endosseur, il était un innovateur autodidacte, qui négocia personnellement ses contrats sans agent, comme pour son grill où il refusa un paiement fixe pour opter pour un pourcentage des ventes, une décision qui le rendit plus riche que tous ses combats réunis. Ses ventures montrent un côté businessman astucieux, forgé par les leçons d'une enfance pauvre où chaque dollar comptait. Foreman était aussi un auteur prolifique, un aspect de sa vie qui révèle une profondeur intellectuelle surprenante pour un homme souvent réduit à son image de cogneur. Il écrivit plusieurs livres, dont son autobiographie by George, The Autobiography of George Foreman, en 1995, où il détaille avec humour et franchise ses hauts et ses bas, de ses bagarres de rue à sa conversion religieuse. Un autre ouvrage, God in My Corner, A Spiritual Memoir, explore sa foi chrétienne et comment elle l'a sauvé de la dépression post-défaite. Mais l'un des plus inattendus est George Foreman's Guide to Life, How to Get Up Off the Canvas When Life Knock You Down, un livre de développement personnel rempli d'anecdotes motivantes, comme comment il a surmonté la faillite dans les années 1980 en vendant ses biens pour financer son église. Foreman utilisait l'écriture comme thérapie, partageant des leçons sur la persévérance, le pardon et l'humilité, inspirés de ses expériences. Ses livres, vendus à des millions d'exemplaires, l'ont positionné comme un mentor spirituel, et il donnait souvent des conférences dans des églises ou des écoles, racontant comment une vision divine après son combat contre Jimmy Young, où il hallucina une odeur de mort et vit Jésus, l'avait poussé à devenir pasteur. Enfin, un trait fascinant et symbolique de sa carrière de boxeur, que peu de fans remarquent, concerne son apparence sur le ring. Dans chaque combat de sa carrière professionnelle, sans exception, Foreman portait des trinques aux couleurs rouge, blanc et bleu, les teintes du drapeau américain. Ce choix patriotique n'était pas anodin. Il remontait à sa victoire olympique en 1968, où il agita fièrement le drapeau américain sur le podium, un geste controversé à l'époque des protestations raciales aux Jeux de Mexico. Foreman expliquait que cela représentait sa gratitude envers l'Amérique, qui lui avait offert des opportunités malgré ses origines modestes. Ce détail vestimentaire devint sa signature, un rappel constant de ses racines et de sa loyauté, même lors de combats internationaux comme au Zaïre ou au Japon. Ces éléments, combinés à sa philanthropie discrète, comme ses dons à des œuvres pour jeunes en difficulté, inspirés de son propre passé, peignent un portrait d'un homme dont la grandeur allait bien au-delà des gants et des ceintures. Foreman n'était pas seulement un champion. Il était un exemple vivant que la vie, comme un combat, offre toujours une chance de se relever. Au final, les derniers mots de Foreman sur Muhammad Ali, confiés dans ses ultimes interviews avant sa mort en 2025,
montrèrent que leur rivalité dépassait largement la victoire ou la défaite sur le ring. Elle devint une histoire intemporelle de respect mutuel, de fraternité forgée dans l'adversité et de leçons de vie partagées. La revanche dont on rêvait n'eut jamais lieu, laissant les fans se demander à jamais. Si Ali et Foreman s'étaient retrouvés face à face une seconde fois, qui aurait gagné? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres moments inoubliables de l'histoire de la boxe.